Bonjour, on est le 1er novembre 2020, en ce dimanche 1er novembre 2020. La journée s'annonce légèrement pluvieuse avec des fines pluies. Des fines pluies, bien sûr, vous reconnaissez, vous pouvez reconnaître les nuages d'automne, avec une densité quand même nuageuse de nuages blancs, qui confère à l'atmosphère une ambiance voilà, légèrement grisâtre, parce qu'il n'y a pas le grisâtre, c'est plutôt blanc, et il y a pas, je n'aperçois pas de bleu, mais il y a quand même voilà, une coloration à ces nuages blancs, une forme de bleu, donc on a un blanc mélangé avec un bleu cassé. Un bleu cassé. Donc on n'a pas une forme grisâtre, voilà, euh, ni noirâtre des nuages, c'est-à-dire on n'a pas quelque chose de fort sombre. Mais on a quand même une légère, voilà, c'est un petit peu sombre, un tout petit peu, pas plus. On a des nuages blancs avec un cassé bleu, mais c'est chargé en nuages, voilà, avec des pluies fines qui tombent par intermittence. Voilà. Maintenant, je ne sais pas s'il fait froid ou pas. En tout cas, hier, on a eu une belle journée, hein. Une belle journée, voilà, d'automne, une belle journée d'automne. Voici, après avoir un petit peu décrit l'atmosphère de ce 1er novembre, début de mois de novembre. On n'est pas loin de l'hiver, hein. Bon, l'automne est vite, l'automne passera vite, hein. L'automne passera vite. Euh, quand on a 3 mois, quand on a une année, dans une année, il y a 12 mois. Euh, et si on divise 4 saisons, printemps, été, automne et hiver, on a 4 saisons, 12 divisé par 4, ça fait 3 mois. Ce qui veut dire que quand un mois est passé, ben, il en reste plus que 2. Et quand un mois et demi est passé, il en reste plus qu'un et demi. Et c'est ce qui se passe ici. Bon, le mois d'octobre est passé. Bon, on a eu le 21, le 21, le 21 septembre, c'était le début de l'automne. De 21 au 30 septembre, il y a 9 jours. 9 jours. Ici, on est à un mois et 9 jours. Mais dans quelques jours, on sera à la moitié, voilà, de la saison d'automne. Et il restera plus que un mois et demi pour terminer l'automne et arriver aux portes de l'hiver. Et puis, les gens sont contents quand l'hiver passe parce qu'après, on retrouve le printemps et puis de nouveau l'été. Voilà, ceci étant dit, je vais faire une petite vidéo qui va concerner une définition fondamentale en mathématiques qui sont les infiniment, infin, infiniment petits. Infiniment petits. Bon, vous comprendrez que s'il existe les infiniment petits, il existe les infiniment grands. Voilà. Bon, il y a toujours le talon d'Achille, voilà, le contraposé ou l'opposé, voilà, d'une terminologie. On oppose toujours, ça c'est la logique qui oppose toujours deux choses. En général, la logique oppose toujours deux choses. Par rapport à la logique vraie, on a la logique fausse. Par exemple, donc on a, vous voyez, quand je dis par exemple clair, ben, je peux avoir le mot sombre. Voilà. Si je prends le mot mais attention que dans les couleurs, on a vraiment des opposés. On s'est trouvé des opposés par le cercle chromatique. On s'est trouvé des opposés. Bon. Euh, bon. Par contre, ici, on peut avoir voilà, on a des termes opposés. Termes opposés. Notamment dans les adjectifs qualificatifs. Par exemple, je dirais euh, une personne sensée. Le contraire, c'est une personne non sensée, c'est-à-dire insensée.
par exemple. Et voilà, donc en fait, on retrouve assez souvent des opposés, des termes opposés l'un par rapport à l'autre. Et donc ici en mathématiques, bon, et en terminologie, je dirais en terminologie mathématique, on retrouve des opposés. S'il existe l'infiniment petit, ben, c'est qu'il existe l'infiniment grand. Voilà. Alors, ne pas confondre ce que c'est qu'un infiniment petit, justement. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour rien. Parce qu'un infiniment petit, qu'est-ce que ça veut dire? On peut tout attribuer à cet infiniment petit. Ça dépend de quoi on parle. Si je suis par exemple en physique, l'infiniment petit, c'est le monde du petit. Le monde du petit. Et toujours en physique, si je dis infiniment grand, mais c'est voilà, ce qui va concerner voilà, les nébuleuses, nébuleuses les galaxies, les grandes planètes, etc., etc. Parce que bon, quand on va dire infiniment, là, il est considéré sens, dans un sens bon, très grand et pas infini. Parce que qu'est-ce que c'est que l'infini? Personne ne le sait. Qu'est-ce que c'est que l'infini? Je parle quand on dit infini, c'est généralement on pense ceci. Parce que l'infiniment petit en mathématiques, on pense ceci. Hein, c'est pas la même chose. Hein. Quand on dit infini en physique, il faut savoir si on a un infiniment petit ou un infiniment grand, mais ça n'a rien à voir avec la signification d'infiniment petit et infiniment grand en mathématiques. Parce que la mathématique, voilà, a sa terminologie stricte, c'est-à-dire stricto sensu, son sens strict, qui n'est pas, qui n'est pas euh, celui des communs des mortels, qui parlerait d'infini, d'infiniment grand ou d'infiniment petit. Donc le contexte de celui qui va parler d'infiniment grand ou infiniment petit, ben, il va discuter en fonction voilà, soit s'il est dans un domaine de physique, ou soit s'il est dans un domaine, je veux dire, à proprement parler, entre individus. Donc on va dire un langage des communs des mortels, c'est-à-dire un langage populaire. Ils parleront peut-être dans leur bribe de phrases, ils parleront à un moment donné d'infini, mais ça n'a rien à voir avec les infiniment petits et infiniment grands de mathématiques. À part si ce sont deux mathématiciens qui dissertent voilà, la théorie d'infiniment grand, infiniment petit, à proprement parler des mathématiques. Voilà. Ou si on a deux scientifiques qui discutent voilà, de théories voilà, sur les infiniment grands, infiniment petits mathématiques. Donc je vous dis ici, il n'y a aucune analogie à faire entre deux personnes qui parleraient, bon, tout d'un coup il viendra parler d'infiniment petit, avec, si ce ne sont pas des mathématiciens et qui sont voilà, dans le terminologie mathématique, mais leur sens est un sens à eux, commun ou populaire, qui n'est pas le sens défini par les mathématiques. Alors la physique, comme je vous dis, discute aussi des infiniment petits et infiniment grands. Bon, qu'est-ce que c'est que pour la physique l'infiniment petit? Ben, c'est quand on va dans l'ordre du très petit. Alors qu'est-ce que l'infiniment? L'infiniment, normalement, il est intouchable, injoignable, parce que c'est infini. On ne sait jamais s'arrêter. Alors, une des questions, c'est de savoir si, au-delà de notre Voie lactée, au-delà de tout ce qui existe, après la Voie lactée, est-ce que ce qui existe au-delà de la Voie lactée est infini? Ça, c'est la question qui est euh, la plus, je veux dire, posée. Personne ne sait. Personne ne sait, donc on ne sait pas y répondre. On ne sait pas y répondre. Donc, est-ce que l'infini existe? Peut-être, comme elle ne peut ne pas exister. Bon, maintenant, philosophiquement parlant, on peut avoir, c'est, voilà, on peut avoir sa raison. Est-ce que l'infini existe ou n'existe pas? On peut avoir sa raison. Mais c'est pas parce que on a sa raison que c'est véritablement
la bonne raison. De toute façon, il y a deux cas de figure possibles. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a l'opposé, un terme et son opposé. Donc, si l'infini existe, ben, il y a il y a son opposé, l'infini n'existe pas. Donc on a deux choix possibles. Si un individu dit que l'infini existe, or il n'existe pas, mais il a tort. Si un deuxième individu dit que l'infini, enfin si le même individu maintenant dit que l'infini existe et que l'infini existe réellement, mais il a raison. Donc il a raison, il a une chance sur deux d'avoir raison. Il a une chance sur deux d'avoir raison. Maintenant, une personnalité qui dit que l'infini n'existe pas, mais c'est soit vrai ou soit faux, il a une chance sur deux d'avoir raison. Donc, la probabilité pour que l'infini existe est, voilà, la probabilité, c'est probable à une chance sur deux, qu'elle soit infinie. La probabilité pour que l'univers soit différent de l'infini, mais la probabilité c'est une sur deux. Mais la probabilité pour que l'univers soit infini, c'est aussi une chance sur deux. Donc c'est une équiprobabilité. On a la même chance, une chance sur deux d'avoir raison que l'univers est fini, et une chance sur deux d'avoir raison que l'univers est infini. Donc que celui qui dit qu'il est fini, ou celui qui dit qu'il est infini, ils ne savent tous les deux rien voilà, du système, le système universel, si le système universel est infini ou fini. Ils ne le sauront jamais. Mais en tous les cas de figure, ils auront tous les deux la même chance d'avoir raison. Puisqu'il y en a un qui a une chance sur deux et l'autre une chance sur deux. Donc voilà, ils ont les mêmes chances d'avoir raison. Alors qui a raison ou qui a tort, ça, c'est en fonction de la vérité de l'univers. L'univers, personne ne le sait. Bien sûr, quand je dis univers, c'est hors voie lactée. Il devrait exister normalement plusieurs voies lactées. Plusieurs voies lactées. Voilà. Qu'on appellerait, je veux dire, il n'y aurait aucune raison qu'il n'y aurait pas plusieurs voies lactées en dehors de notre voie lactée. Et peut-être des milliards et des milliards de voies lactées. Alors, bon, des milliards, c'est gentil. Voilà. Déjà, quand on prend, je veux dire, certaines, comment est-ce qu'on appelle ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? Je sais plus. Euh, une galaxie. On va prendre une galaxie. À l'intérieur de cette galaxie, bon, il y a la formation d'étoiles, création d'étoiles. Il y a des créations d'étoiles, mais en même temps que des étoiles se créent, des étoiles meurent. Combien peut-on trouver, par exemple, dans certaines galaxies d'étoiles? Ben, on peut trouver 500 milliards d'étoiles. 500 milliards n'est pas l'infini. On est loin de l'infini, c'est rien du tout. Vous pouvez prendre la plus grande distance que vous connaissez au niveau... Bon, il y a des planètes voilà, qui font plus de 500 millions d'années-lumière de rayons. Voilà, il y a des planètes qui mesurent ça, plus de 500 millions d'années-lumière de... Voilà, on est dans l'immensité, oui, mais on n'est pas dans l'infini. L'immensité, même incroyable, même impensable, même démesurable, n'est pas l'infini. C'est pas parce que c'est démesuré à l'échelle de la taille humaine que c'est l'infini. L'infini, c'est un concept très, très, je dirais, voilà, c'est un concept très spécifique, très spécial. Autant on pourrait remplir de fourmis notre Voie lactée, ben on n'aurait pas une quantité infinie, on aurait une quantité finie. Elle serait autant démesurée, mais infinie. Donc le terme infini, c'est un concept. Infini, c'est un concept. Est-ce qu'il existe ou pas? Ben, je vous dis que celui qui dit que l'univers
enfin, que notre Voie lactée est dans un système qui est infini, bon, il a une chance sur deux d'avoir raison. Alors, c'est vrai que ce serait impensable, hein, impensable. Bon, ce serait hors de la raison de comprendre ça. Voilà, ce serait hors de la raison de penser qu'un système est infini. Mais maintenant, si un système est fini, qu'est-ce qu'il y a derrière le système fini? Donc on pourrait croire que il y a une infinitude. On pourrait le croire. Mais ce n'est pas dit. Rien ne le prouve. Rien, personne ne sait prouver que l'univers. Voilà, ce qui se passe, le système dans lequel la Voie lactée est baigné dans un système fini ou infini. Personne ne sait le dire. Alors maintenant, l'univers peut exister dans un milieu, on va dire, dans un concept ou un milieu imaginaire. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez est ce qu'on appelle une, voilà, une illusion. Une illusion. Mais c'est pas parce que c'est une illusion qu'il n'y a pas, il y a pas d'existence de perception physique. Il y a des perceptions physiques sur base d'une illusion, sur base d'une illusion, voilà, qu'on peut, voilà, où l'on peut, on entrevoit une illusion. On entrevoit une illusion. C'est pas parce que on entrevoit une illusion que ça n'existe pas. Et ça, c'est un sujet philosophique, voilà, qui pourrait être discuté. C'est-à-dire que l'être humain ne voit pendant son passage sur Terre, de 80 voire 90 voire 100 ans, ou pourquoi pas 120 ans s'il va jusque-là, tant mieux. Mais cette fenêtre de temps est, je veux dire, infime par rapport à, voilà, au temps de l'univers. Autant dire que cette fenêtre de temps n'existe même pas. On a un infiniment petit dans l'infiniment grand. On a l'infiniment petit, le laps de temps est un infiniment petit, enfin le laps de temps vécu par deux êtres humains est un infiniment petit par rapport à un espace-temps infiniment grand. Donc autant dire que voilà, les événements vécus par les planètes, hein, la création d'étoiles, qui mesurent, bien sûr on a une mesure du temps en fonction des événements, il y a des événements qui se passent en fonction du temps, on a des événements qui se passent en fonction du temps, mais les événements des planètes ne sont pas les événements des êtres humains. Donc voilà, et les événements vécus par les êtres humains sont très petits par rapport aux événements vécus par les planètes. Ce qui veut dire que euh, l'être humain a une vie infiniment petite comparé à l'univers qui a une vie infiniment grande. Donc autant dire que voilà, c'est du néant dans dans l'espace-temps universel, du système universel, ben, c'est quasiment du néant. C'est-à-dire rien du tout. C'est-à-dire qu'on peut assimiler, je veux dire, la vie d'une personne dans l'univers comme étant une illusion. C'est ça que je veux dire. Mais c'est pas parce qu'il va. C'est une illusion que quand il va se pincer, il va se faire mal. Parce qu'il est doué de système nerveux qui va faire en sorte qu'il y a une communication, je veux dire, qui va lui faire comprendre qu'il s'est fait mal. Voilà, c'est pas parce que c'est. Quand je dis illusion, ça veut pas dire illusion à un monde où je veux dire. Parce qu'il y a quand même les cinq sens, hein. Le gars, il va se pincer, il va se faire mal. Donc, pendant qu'il vit, il aura mal. Voilà, tant qu'il a un système nerveux qui perçoit bien sûr les mots, les signaux, bien sûr, les signaux qui pourraient faire mal au niveau de la jambe, du pied, du ventre, peu importe, au niveau de la tête. Voilà, il peut percevoir voilà, les bobos, les bobos, parce qu'il est doué d'un système nerveux. Et donc, un bobo va être communiqué au cerveau et il va se dire qu'il y a quelque chose voilà, qui se passe pas bien au niveau du corps. Donc, c'est pas parce que c'est un monde d'illusion qu'il va pas subir des bobos. Voilà, il va subir des bobos parce que c'est un être humain avec doué d'un système nerveux. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que l'infiniment petit, l'infiniment grand? Donc je vous dis, tout dépend du contexte. Du contexte.
Si maintenant, il y a deux êtres humains qui discutent d'infiniment petit, d'infiniment grand, en parlant d'infiniment, d'infini, bon, ils ont leur concept à eux, hein, bon, ils vont se dialoguer en fonction de leur compréhension, en fonction de leur, 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 leur acquiescement ou leur contrariété. Soit ils sont d'accord avec ce que l'un est d'accord avec ce que l'autre raconte, ou soit ils ne sont pas d'accord. Mais c'est une conversation entre deux personnes qui vont élaborer leur raisonnement, et peut-être l'un sera dans le vrai, l'autre sera dans le faux, ou tous les deux seront dans le vrai, auront une partie de vrai, tous les deux auront une partie de faux, peu importe. Mais en tout cas, on aura un langage populaire d'infini. Ils auront un langage populaire d'infini. Alors il n'y aura pas un juge ou un arbitre qui sera entre les deux pour dire écoute, bon, c'est toi qui as tort, c'est toi qui as raison. Quoique bon, il peut y avoir des amis qui peuvent intervenir et se dire bon, ouais, non, je sais aussi qu'il a raison ou que l'autre a raison. Ben, il y en a qui vont prendre parti, mais sans avoir de jugement théorique. Voilà. Alors maintenant, on peut avoir deux mathématiciens qui discutent, mais là, ils vont discuter déjà un peu plus avec sur base de définition. Sur base d'une définition. Donc ça veut dire que, quelque part, si on veut discuter, il faut une définition. Il faut un point de repère, qui est la définition. La définition va fixer, je veux dire, va sortir de l'arbitraire de la discussion d'infiniment petit, infiniment grand. Il y aura une définition. Maintenant, ce sera une définition propre aux mathématiques. C'est ça que je veux dire. Parce que maintenant, vous allez avoir des physiciens, et là je ne veux pas me répéter dans ce que je vais dire, je vous ai dit tout à l'heure, il va discuter d'infiniment petit, infiniment grand, mais là-bas, il ne sait même pas si l'infini existe ou pas. Donc il ne peut pas discuter, oui, il y aura des grandes planètes, oui, il y aura des milliards d'étoiles dans une galaxie, oui, oui, ce sera des espaces-temps immenses, oui, on est d'accord. Ça, c'est dans le grand, le très grand, qu'il appellera infiniment grand. Et dans le très petit, bah oui, on sait bien qu'on aura la taille des virus, la taille de l'atome, la taille de, voilà, des matières, enfin des particules de matière, des particules d'antimatière. Voilà. Pour les particules de matière, oui, il y aura des tailles très petites. Alors on rencontre voilà, de nombreuses particules et antiparticules. On trouve le gluon, les quarks, les muons. Voilà, certains disent que le graviton existe. Voilà, le graviton, le muon, voilà, les mésons, les pions, voilà, tout ce que vous voulez, les quarks, les muons, ça je sais pas si je l'ai dit, muons, pions, gluons, voilà, c'est pas ça qui manque dans les particules et antiparticules. Les photons, etc. etc. Tous des mots, c'est vraiment des mots qui terminent en on. Boson, boson. Voilà, il y a différents types de bosons. Voilà, alors, vous voyez qu'on là on est dans l'infiniment petit, ben, c'est pas vraiment l'infiniment petit, parce que c'est pas infini. Autant ça sera aussi petit soit-il, mais ça sera pas infini. Voilà. Alors, si l'infini n'existe pas au niveau physique, enfin, personne n'aurait à l'heure actuelle prouvé que l'infini, on aurait l'infiniment grand, et donc forcément l'infiniment petit, puisque déjà dans l'infiniment petit, il y a des discussions déjà. Il y a des discussions. Parce qu'ils vous disent que, voilà, il y a des discussions qui disent que, bon, maintenant, la physique peut prendre les définitions des mathématiques. Ça oui. Pour faire quoi? Des modèles ou idéaliser certaines choses. Parce que généralement, la physique, quand elle étudie des modèles théoriques, c'est-à-dire des modèles parfaits. Elle étudie, elle instaure bien sûr, elle prend en charge un système, elle définit par rapport à un milieu d'études, elle désire étudier quelque chose. C'est de la science, c'est l'étude, l'observation et l'étude ainsi que les lois qu'on établit au travers de ces observations. Donc, ici,
on va prendre un système. Généralement, les études en sciences se font dans un espace. Généralement, le temps peut intervenir, il peut ne pas forcément intervenir, hein, le temps. Voilà, si je prends la statique, il n'y a pas de notion temporelle, hein. On laisse le temps de côté, on s'en fout du temps. On étudie par exemple les équilibres de force. Donc système espace-temps, mais dans un espace-temps, on va isoler un système. On isole un système d'études. Bon, et ce système d'études, généralement, bon, comme on est dans un espace-temps, généralement on aura ce qu'on appelle un repère. On fixera un repère, peu importe, 1D, 2D, 3D, voire des repères. On peut mettre, voilà, si on traite les complexes, on aura un repère complexe, voilà, un repère spatial dans R3, ou si on traite, voilà, des valeurs quantifiées, ben, à ce moment-là, on aura des valeurs, je veux dire, qui ne sont pas continues, hein. Là, on aura voilà, des raies non continues. Voilà, voilà, ça dépendra avec quoi, quelles sont les valeurs avec lesquelles on va travailler en sciences. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que ben, le système d'études, généralement, sera un système d'études hypothétique. Hypothétique avec des hypothèses. Et généralement, ces hypothèses permettraient une modélisation d'un système, parfait. Voilà. Elle fera en sorte qu'on aura la modélisation d'un système parfait. Mais qui dit système parfait, à ce moment-là, dit, bon, hypothèse idéalisée. On aura des hypothèses, comme je vous ai dit, c'est hypothétique, avec des hypothèses idéalisées. Alors, ces hypothèses idéalisées, on aura beaucoup. On aura la continuité, voilà, la continuité. Ben, la continuité, c'est déjà bon, un maître mot, hein. Avec la continuité, ça permettra de faire du calcul infinitésimal. Voilà. Et ce calcul infinitésimal vont ressortir justement si on est voilà, dans un espace vectoriel avec du calcul infinitésimal, mais nous voilà à idéaliser des lois vectorielles et infinitésimales sur base de la continuité. Or, par exemple, si je prends un système fluide est incorporé dans un système, dans un milieu continu. Donc on aura la continuité, on aura bien sûr des vecteurs parce qu'on aura des forces qui vont agir. Pourquoi des vecteurs? Parce qu'ils ont une direction, hein, les forces ont une direction et un sens. Bien sûr, il y a une grandeur, bien sûr, hein, ça vous le savez très bien, mais on aura une direction. Tout ce qui est directionnel nécessite la notion vectorielle. Et ça, mettez-le à votre esprit. C'est pour ça qu'à un moment donné, on se dit que la pression, c'est un scalaire, parce qu'elle ne nécessite pas forcément de direction. Parce que je vous ai dit que la pression, elle est la même voilà, quelle que soit l'orientation que vous allez calculer la pression. J'ai bien parlé de l'orientation, j'ai pas parlé de grandeur de surface, hein, parce que c'est normal, la pression dépend de la surface, hein, c'est logique, mais elle ne dépend pas de l'orientation. Ça veut dire que la pression n'est pas un scalaire, elle ne dépend pas de la direction, voilà, de la section pour laquelle vous allez calculer la pression. Et donc, en faisant tout ceci, qu'est-ce qu'on se ramène à quoi? On se ramène à se dire qu'on va calculer quelque chose de parfait. Et puis après, si vous étudiez un milieu réel, ben, les hypothèses vont tomber une à une pour se formaliser à une hypothèse, je veux dire, à des hypothèses plus réalistes. Et donc vous aurez un fluide réel ou un fluide naturel et pas un fluide parfait ou idéalisé, si vous voulez. Et donc tout ceci permet de faire quoi? Permet d'établir les relations. Les relations, bien sûr, si vous êtes en mécanique des fluides, la première relation que vous allez aller rechercher, c'est la mécanique du solide rigide, c'est-à-dire somme des forces égale à 0 et somme des moments des forces égale à 0, pour avoir un équilibre de translation et un équilibre de rotation. Voilà. Vous faites ceci,
et vous avez l'équilibre de translation et de rotation. Donc vous allez aller rechercher ça. Bien sûr, il y aura du calcul de vectoriel. S'il y a des projections sur un repère, ben, vous allez avoir des produits scalaires qui vont intervenir. Donc on aura des produits scalaires. Si on est dans l'espace, on peut même avoir affaire à ce qu'on appelle le vecteur nabla, puisqu'en fait, il y a des dérivés partiels dans certaines directions, dans toutes les directions, des dérivés partiels. Donc on aura le vecteur nabla, ou si vous voulez le gradient, voilà le gradient, etc. On pourra avoir le rotationnel, si voilà le rotationnel. Donc on aura, si vous voulez, de la mathématique liée à la fonction vectorielle. À la fonction vectorielle. Voilà. On aura la fonction vectorielle. Donc on aura les notions de continuité, calcul infinitésimal et notion de fonction vectorielle. Avec tout ce que ça engendre derrière le calcul de calcul de fonction vectorielle. Bon. Ceci étant dit, bon, ce qui veut dire qu'on va jouer avec les infiniment petits pour les modélisations. Je vous rappelle par exemple, si je prends par exemple la pression, ben généralement on prend des accroissements. La pression moyenne suivant une orientation de surface donnée n est donnée par, bien sûr, si je prends un vecteur normal à la surface qui est contraire voilà, à la force extérieure delta F. Voilà, ici j'ai isolé un sous-système. Hein. Voilà, j'isole un sous-système d'un fluide. Le système étant le fluide, ici c'est un sous-système. C'est-à-dire que j'ai un delta L ici et un, comment on appelle ça, un delta S. Vous voyez, tout est delta. Tout est delta. Tout est infiniment. Tout est élémentaire, je m'excuse. Tout est élémentaire. Justement, tout est élémentaire. C'est pas courant l'infiniment petit. On n'est pas courant ponctuel. Voilà, on est en élémentaire. Alors on définit quand on a ceci, pression moyenne égale moins n moins moins delta F extérieur. Alors le delta F extérieur il est ici. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ce delta F extérieur? Mais c'est la force, parce que ceci provient de quoi? D'où vient ce cylindre-là? Ce mini-cylindre-là? Mais ce mini-cylindre-là, il vient déjà d'un fluide. Hein. Donc mon système, c'est le fluide. Mon système, c'est le fluide. Et bon, si c'est un fluide au repos, mais il est au repos, c'est-à-dire il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Donc il est équilibré par toutes les forces intérieures. Maintenant, si vous isolez un sous-système, voilà, comme je viens de le faire, vous l'enlevez et vous étudiez ce système-là, mais il faut remettre les forces adéquates qu'il y avait auparavant, parce que comme j'isole, il n'est plus les voisins, les particules voisines faisaient en sorte qu'on avait un équilibre. Mais maintenant, comme vous l'isolez, il n'y a plus de particules voisines, donc vous devez remettre les forces extérieures, c'est-à-dire les forces. Ici, maintenant, le système, c'est quoi? Le système, c'est ceci. Ça veut dire qu'est-ce qui est milieu extérieur? C'est le restant de fluide. C'est les particules voisines. Donc, si vous avez les particules voisines, exercez, si vous voulez, une force extérieure sur les deux surfaces. Mais on ne le voyait pas ici parce qu'il était en équilibre. Il était en équilibre avec ses voisins. Donc, mais dès le moment où vous l'isolez, comme je viens de le faire pour étudier le sous-système ici, mais vous devez mettre les forces appliquées au microsystème qui est le mini-cylindre ou le mini-cylindre ici. C'est un mini-cylindre avec un delta S petit, une surface élémentaire delta S, mais avec ici ce sont des des surfaces qui ne sont pas forcément parallèles. Hein. Et voilà, voilà, j'ai n et n'. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un mini-cylindre, mini-cylindre qui est mon sous-système. J'ai isolé un mini sous-cylindre, j'ai isolé un mini cylindre qui est un sous-système pour l'étudier au niveau microscopique. Donc j'étudie le fluide au niveau microscopique en isolant par rapport au fluide donné qui est le système, hein, le fluide étant le système, mais j'isole un sous-système. J'isole un sous-système pour étudier le sous-système, pour établir les relations de sous-systèmes.
Voilà. Donc en étudiant, je vais étudier ceci, alors que le système c'est le fluide. Alors maintenant, en isolant comme ceci, ben, le fluide, tout ce qui n'est pas sous-système est milieu extérieur. Hein. Donc tout ce qui est le fluide, les à côté du fluide ici, est milieu extérieur. C'est pour ça que j'ai dû rajouter les deux forces ici. Comme il n'y a plus d'équilibre en l'isolant, ben, il faut ramener les forces telles que pour ramener l'équilibre. Voilà. Et alors, de ce fait-là, on définit ceci. Qu'est-ce que c'est que la pression moyenne? C'est le produit scalaire avec, voilà, la normale, delta F extérieur est projeté sur N, hein, donc on a bien un produit scalaire, mais de quoi? Mais des éléments delta. Alors ici, ce moins, c'est parce qu'en fait, ici j'ai pris une normale qui allait par là, et la force allait dans le contresens, ou si vous voulez, l'angle est supérieur à 90 degrés, ici. Voilà, c'est le cosinus alpha, on est supérieur à 90, donc ça fait moins, donc je l'introduis ici. Je le mets ici. C'est pour indiquer qu'il y a une contradiction entre la force extérieure et la normale. Bon. Vous voyez qu'ici, on a un micro-cylindre, un mini-cylindre, avec une variation de longueur delta L, avec une variation de surface delta S, c'est une surface élémentaire, delta S, elle est petite, hein, ouais, elle est petite, voilà, et une petite force sur ce mini-cylindre qu'on appelle delta F. Voilà. Bon, est-ce pour autant dire qu'il est élémentaire, qu'il est infiniment petit? Ben non, il est pas infiniment petit. Il n'est pas infiniment petit. Voilà, il n'est pas infiniment petit. Alors, pour le rendre infiniment petit, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ben, à ce moment, on ne va plus jouer avec un mini-cylindre. Le mini-cylindre va se réduire en peau de chagrin pour retomber sous forme d'un point. On aura l'étude d'un point. Alors, comment faire ça? Mais justement, sans passant à la limite. Alors, à la limite, quand delta S tend vers 0. Donc, là, on va avoir il va devenir très très petit. De delta S, on appelle ça delta S. Voilà. Et ça fait des S. Donc on a un élément ponctuel si vous voulez. Alors, quand delta S tend vers 0, ben, tout le cylindre va tendre vers 0. Il va tendre vers un point. Tout le volume va tendre vers un point. Ce qui veut dire que là, on va mesurer la pression en un point. Bien sûr, par rapport à une normale. Voilà, on aura la pression qui vaudra moins dF extérieur. Et là, vous voyez qu'on est passé en différentiel. Ou je dirais même plus, différentiel de la force, mais à la dérivée de la force par rapport à la section. Bien sûr, produit scalaire N. Donc vous voyez que là, la pression est bien un scalaire. C'est bien un scalaire, puisqu'on fait un produit scalaire. Ceci, ça veut dire produit scalaire. Hein. Bon, il y en a qui mettent un point. Bon, en mécanique des fluides, généralement, on utilise ceci. Et ceci, c'est un vecteur. Bon, on ne met pas la flèche parce qu'à force de mettre des flèches, bon, on perd son temps. Donc on se dit que bon, ça c'est un vecteur point. Voilà, c'est le vecteur A qui vaut le vecteur A. Voilà. C'est pour aller plus vite. Parce qu'il y a tellement parfois d'écriture vectorielle on essaie d'aller plus vite. Voilà. Donc vous voyez que pour passer de l'élémentaire qui est un cylindre élémentaire vers le ponctuel, donc on va réduire en peau de chagrin le delta S, et donc le volume delta V va être réduit en peau de chagrin, donc pour se ramener à un point. Et donc on a un point que vous calculez suivant une surface donnée ou une autre, la pression ne change pas. La pression est indépendante de la, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, de l'orientation de la surface. Donc, et ça en fait un théorème. Bon. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un infiniment petit? Alors, il faut aller rechercher la définition mathématique d'un infiniment petit. Bon. Elle est toute simple. Elle est toute simple, je vais vous le dire. Et ici, cette vidéo va constituer tout simplement la définition mathématique d'un infiniment petit, et pas un infiniment grand. Voilà. Et je le ferai pour un infiniment grand. Alors, un infiniment petit, c'est juste en mathématiques une quantité
une quantité réelle qui tend vers 0. C'est tout. Voilà, c'est une quantité réelle qui tend vers 0. Alors, il ne faut pas faire des amalgames non plus, parce que si je dis 0,1, 0,01, point virgule, ici c'est un point virgule, 0,001, et ainsi de suite. Donc j'ai un dixième, un centième, un millième. Voilà. Bon, ça, on va dire que ce ne sont pas des infiniment petits. On va dire que ce sont des nombres de plus en plus petits. Voilà. Vous voyez que les mathématiques ne veulent pas entendre parler, voilà, parce qu'elle a sa définition. Elle a sa définition. Elle se dit, ceci, c'est un dixième. Est-ce qu'on est loin de zéro? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, on est très loin de zéro. Est-ce qu'un centième? Ben oui, on est. Voilà. Pourquoi on est très loin de zéro? Parce qu'entre deux nombres, dans les réels, vous prenez par exemple 0,1 et 0,2. Il y a combien de nombres qui se trouvent entre 0 et 1? Des nombres réels, bien sûr. Hein. Ça, c'est. Voilà. Voilà l'étude des nombres réels permet de dire ça. Entre deux nombres, on a toujours un nombre. Donc on a une quantité infinie de nombres. Même si je prendrais un nombre aussi petit soit-il, entre 0 et 1 et au-delà de 0 et 1, donc sur un voisinage, hein, on parle d'un voisinage, hein, alors, on va créer un petit voisinage aussi petit soit-il, mais il existe toujours une infinité de nombres dans ce voisinage. Voilà, ça voilà, c'est difficile à comprendre ça, mais voilà, c'est comme ça. Les nombres, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la continuité des nombres. Les nombres sont continus dans R. On peut toujours trouver entre deux nombres un nombre. Donc on a une infinité de nombres qui se trouvent entre deux nombres. C'est la particularité, voilà, de l'ensemble des nombres réels. Donc vous allez me dire, ouais, mais 0, 0, 1, on est par rapport à 0, on est encore très loin de 0. Vous allez me dire, tout nombre qui va tendre vers 0 est toujours aussi éloigné, infiniment éloigné de 0. C'est normal parce qu'on peut toujours trouver une infinité de nombres quantifiés à l'intérieur d'un intervalle, aussi petit soit-il. Autour d'un voisinage, on a toujours une infinité de nombres. Voilà. Donc, ne pas confondre des nombres de plus en plus petits par rapport à un infiniment petit. Ça n'a rien à voir. Voilà. Alors, une quantité réelle qui tend vers 0, c'est tout simplement défini comme ceci en mathématiques. Donc, vous voyez que la confusion peut être faite. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que deux personnes qui vont discuter entre elles, ben, peuvent dire n'importe quoi. Hein. Peuvent dire, ouais, bon, la valeur tend vers 0, ou on a un écart aussi petit, soit très petit, ben, ils peuvent discuter tant qu'ils veulent, hein, parce que voilà, les nombres réels, ça nécessite des études de voisinage. Hein. Ça demande ce qu'on appelle l'étude de, voilà, je ne sais plus comment on appelle ça, la topologie. On étudie en topologie, voilà, les voisinages. Et alors, bon, on définit certaines choses. Bon, c'est des concepts pour essayer de tendre vers une réalité, tendre des concepts qui vont donner, voilà, voilà, une orientation voilà, des théories qui font en sorte que on comprenne un peu mieux, voilà, les voisinages des nombres. Et de comprendre, bien sûr, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Quelque part, ici, c'est un petit peu de la discussion, je veux dire, sur voilà, de la topologie. Hein. Topologie, parce que la topologie discute de ceci. Topologie discute de tout n'importe quoi. Hein. Je vous l'ai déjà dit une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus. Topologie, ça dépend. Voilà, je vous ai fait une vidéo sur la topologie. Donc la topologie peut discuter de beaucoup de choses. Hein, on peut se retrouver à discuter de certaines choses qui n'ont rien à voir avec d'autres. Le problème, il est là. Topologie, bon, c'est beaucoup d'outils mathématiques pour étudier voilà, des choses qui peuvent être complètement différentes l'une de l'autre. Mais on peut les étudier en topologie. Et en topologie, on étudie les voisinages. En topologie, on peut étudier autre chose que les voisinages. Hein. C'est ça que je veux dire.
Voilà. La topologie n'étudie pas forcément que les voisinages et la continuité. Contrairement à ce que certains pourraient penser, que la topologie est liée au voisinage et comment est-ce qu'on appelle ça, aux continuités. Loin de là. Loin de là. La topologie peut être, on peut avoir la topologie générale et être dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la continuité. Et maintenant, je ne dis pas que c'est pas parce qu'elle n'a rien à voir avec la continuité qu'elle n'utiliserait pas, par exemple, des notions de continuité, de différentiel, voilà, des différentiels vectoriels, ou peu importe. Voilà. Alors, parce que de toute façon, dans la continuité est étudiée un peu partout. Dès le moment où vous étudiez un ensemble, on étudie la continuité. Voilà, vous étudiez un ensemble, vous en étudiez la continuité. Donc, fatalement, vous pouvez faire de la topologie dans tous les ensembles que vous allez étudier. Quel que soit l'ensemble que vous allez étudier, vous allez faire de la topologie, ça d'office. Hein. Et comme ces ensembles sont munis de lois, mais fatalement, si vous faites, vous étudiez les lois, vous ferez peut-être intervenir des notions de continuité. Donc, fatalement, vous aurez, en étudiant certaines lois d'ensemble, des notions de topologie. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je veux dire que la topologie, c'est quand même vaste. C'est pas uniquement étudier la continuité, mais ça peut étudier certaines, voilà, certains aspects en faisant intervenir, pourquoi pas, le calcul de continuité et donc d'éléments infinitésimaux, de calcul infinitésimal, et donc fatalement de différentiel ou de dérivés, dérivés différentiels, et pourquoi pas d'intégrales, parce que les intégrales sont une somme infinie. Voilà. Donc pour aborder les notions d'infiniment petit et infiniment grand, c'est approprié à la topologie. Voilà. Alors, maintenant, la topologie, c'est des mathématiques, je l'ai déjà dit dans une vidéo, et donc elle va rechercher des définitions toutes faites des mathématiques. Voilà, il suffit d'aller rechercher ce qui existe en mathématiques pour mettre ensemble, comme des briques, hein, quand on construit un château ou une cathédrale ou voilà, un bâtiment ou un building, on met structure par structure, on met les structures en place les unes sur les autres. Mais ici, c'est la même chose. Une brique qui pourrait être amenée à comprendre, c'est la notion d'infiniment petit, par exemple. Et donc, l'infiniment petit, on dit qu'une fonction f de x, voilà, ça c'est une définition que vous pourrez prendre en topologie, par exemple. Voilà. Voilà, vous discutez d'infiniment petit, il faut aller chercher la définition d'infiniment petit. Voilà. Vous discutez pour ne pas avoir une discussion de café, pour ne pas avoir une discussion entre deux individus qui se placent dans la rue en train de discuter de deux choses, enfin de choses que chacun pense qu'il a raison ou il a tort, ou deux physiciens qui pensent que l'univers est infini ou infini alors qu'ils n'en savent rien, sachant que bon, ils ont une probabilité chacun d'avoir voilà, la véracité, une chance sur deux, mais c'est infime. Hein. L'un qui a raison, s'il y en a qui me dit que l'univers est infini et l'autre l'univers est fini, parmi ces deux personnes, il y en a une qui a raison, à coup sûr. Parce qu'on a une chance sur deux d'avoir raison. Donc s'il y en a un qui dit le vrai et l'autre dit le faux, dit faux, c'est qu'il y en a un qui, voilà, s'il y en a un qui, si tous les deux disent, ils ont une chance sur deux de dire que l'univers est fini, et il y en a un qui dit l'univers est fini, l'autre l'univers est infini, il y en a un qui a une chance sur deux d'avoir vrai, l'autre une chance sur deux d'avoir faux. Mais comme on ne sait pas le résultat, il est en tout cas vrai ou faux. Ça veut dire qu'une personne des deux a raison. Une personne des deux a raison. Donc ça veut dire que dans la discussion de café, il y en a quand même un qui va ressortir avec la bonne réponse, si vous voulez. Voilà. Quand je dis discussion de café, ça peut être même des discussions entre scientifiques. Deux scientifiques peuvent dire ils n'en savent rien parce qu'ils n'ont pas observé, ni vu, ni quoi, ils n'en savent rien. Il y a des choses que, dans la science, on n'en sait rien. Alors, quand on n'en sait rien, on fait des modèles, on essaie d'étudier par des modèles. Et là, à ce moment, on essaie de modéliser, mais c'est pas parce qu'on a fait un modèle que c'est vrai, parce qu'il faut observer ce modèle-là. Généralement, je vous ai déjà dit que de l'expérience, on en tire des relations mathématiques, des relations scientifiques. À partir de l'expérience, on a vu que, mais on n'avait pas suffisamment d'outils mathématiques pour démontrer que. Donc on attend des siècles plus tard pour démontrer mathématiquement ou physiquement ou mécaniquement par des relations mathématiques que l'expérience est vraie, alors que l'expérience a été faite des siècles avant. On sait par expérience que c'est vrai, on démontre des siècles après que c'est vrai, mathématiquement.
Maintenant, on peut avoir l'inverse. On démontre mathématiquement que c'est vrai, mais on n'a pas voilà, de preuves exactes, de preuves de véracité, puisqu'on n'a pas voilà, à chaque époque, on a son lot de matériel qui permettent de vérifier, de faire des vérifications des laboratoires, etc. On a du matériel pour voir, pour observer. Hein, on peut observer tout ce qu'on veut. Hein. Dans l'espace, on peut observer l'infiniment petit. Enfin, vous voyez que j'ai utilisé l'infiniment petit. On peut observer le très petit, on peut observer le très grand. Mais pour ça, pour aller de plus en plus loin, aussi bien au niveau du petit, au niveau du grand, mais il faut du matériel adéquat. Et on n'a pas forcément, à l'heure actuelle, du matériel qu'on aura dans 100 ans ou 200 ans. Peut-être que dans 200 ans, je ne sais pas si le monde existera encore. Si dans 200 ans, ben, on aura du matériel plus sophistiqué pour aller voir beaucoup plus loin que ce qu'on ne voit à l'heure actuelle. Parce qu'on aura mis des méthodes, peut-être on aura envoyé voilà, des gros satellites, enfin, je ne sais pas moi, enfin, comment ça s'appelle ça, des instruments de mesure qui auront atteint, dans 200 ans, bon, voilà, voilà, des contrées d'espace très éloignées qui pourront observer encore beaucoup plus loin que ce qu'on observe maintenant. Donc, euh, donc les avancées scientifiques à l'heure actuelle ne sont pas immuables, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout, et on ne connaît pas tout, on connaît, je vous dirai encore plus, on connaît rien. On connaît rien, puisqu'en fait, bon, par rapport au monde des connaissances, on ne connaît rien, voilà, mais que on a des petites avancées scientifiques continuelles, avec les chercheurs voilà, qui font des recherches et qui trouvent, et à ce moment-là, bon, la science évolue par rapport à voilà, des avancées scientifiques. Alors, je vous disais qu'on peut faire des modèles et puis observer, mais on peut faire des modèles, mais on ne sait pas observer parce qu'on n'a pas le matériel qu'il faut, on n'est pas encore, voilà, on n'a pas encore ce qu'il faut pour, euh, pour prouver. Le tout en science, c'est qu'il faut prouver. Il faut prouver ce qu'on raconte. Parce qu'on peut. C'est pas la science n'est pas une discussion de café. On peut dire tout ce qu'on veut. Bon, maintenant, il y a des choses qui ont été vérifiées, et donc on peut, par mathématiques, mettre des relations de ce qui a été prouvé, observé. On observe, on prouve mathématiquement. Mais inversement, on a des mathématiques qui peuvent modéliser, et on peut prouver. Mais voilà, on n'a pas tous les outils pour prouver. Le problème est là. Donc, si on n'a pas tous les outils pour prouver, si on a les outils pour prouver, on peut le prouver ou pas. Soit la loi mathématique est vraie ou pas. Et donc, d'une loi mathématique, ça nous fait dire que l'observable est vrai. Ça s'applique à l'observable. Ou pas, hein, parce que la loi mathématique peut être fausse aussi. Donc à ce moment-là, voilà, on ne pourra pas observer parce qu'elle est fausse. Ou observer pour certaines conditions ou certaines hypothèses, pas pour d'autres. Pourquoi pas. Maintenant, on peut se dire aussi que on fait un modèle, supposons qu'il soit vrai ce modèle-là, mais qu'on ne sait pas le prouver. Parce qu'on n'a pas les outils. On n'a pas les outils. Voilà. Bon là c'est plus discutable parce que ça pourrait devenir une discussion de café, mais voilà, ça peut devenir une discussion de café tant qu'on n'a pas encore prouvé. Et la preuve viendra peut-être dans une centaine d'années ou 200 ans pour prouver que peut-être le modèle était complètement faux ou le modèle est vrai. Parce qu'on n'a pas suffisamment, on n'est pas suffisamment outillé, même en 2020, parce qu'on n'a qu'au rien, je veux dire, au niveau de la science, on ne connaît qu'au rien. Pas parce qu'on a fait des avancées scientifiques énormes qu'on sait, on connaît tout, hein, loin de là. Bon, alors, en topologie, qu'est-ce qu'on pourra prendre cet outil-là? Qu'est-ce que c'est qu'une quantité réelle qui tend un infiniment petit? Mais c'est une quantité réelle qui tend vers 0, c'est-à-dire la limite quand x tend vers une valeur a. Donc vous voyez que ça a à voir avec voilà, la tendance vers une valeur. La tendance vers une valeur A. Voilà. Bon, j'aurais pu mettre une A, peut-être vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Ça peut être une valeur fixe qui est x0. En tout cas, c'est une valeur fixe. 0. Mais quand je mets A, ben A, c'est un nombre. Hein. Voilà. Une quantité réelle voilà, qui tend vers 0. Voilà. Et en topologie, ça y est, vous pouvez prendre ceci. Hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un infiniment petit? Vous prouvez que c'est un infiniment petit. Ben, vous prenez ceci comme outil en topologie, ça y est, boum, vous savez, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser.
Donc, ceci deviendra un outil de topologie, hein. Comme il en existera beaucoup. Il existe d'innombrables outils, les valeurs absolues, ce que vous voulez, hein, le différentiel, voilà. On peut avoir des topologies au niveau voilà, des fonctions vectorielles, au niveau des matrices, au niveau de ce que vous voulez. Mais en tout cas, en voici une. Voici un outil de topologie. C'en est une, mais il y en a énormément. Tout ce qui est définition va faire partie, bien sûr, voilà, des outils de topologie pour avancer justement dans les démonstrations et les monstrations et les démonstrations en topologie. Bon, et là, je viens de vous mettre voilà, une définition assez simple pour prouver, voilà, la définition, elle est là. Donc là, je peux vous dire qu'il n'y a plus de discussion de café, parce que bon, mathématiquement, bon, ça tient la route. Il n'y a plus de discussion de café, on peut plus dire, bon, ouais, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Enfin, ici, en tout cas, je suis en dans l'infiniment petit, mais on peut plus dire bon, qu'on est dans une discussion de café, parce que maintenant, il y a une règle qui est établie, c'est celle-là. Dire qu'on a un infiniment petit, c'est ça, point. C'est rien d'autre. C'est pas une discussion entre deux personnes où l'un va croire qu'il a raison et l'autre croit et que l'autre a tort, et que le partenaire croit que lui il a raison et l'autre a tort. Donc au bout du compte, c'est une discussion qui mène à rien. Sauf si maintenant ils se mettent d'accord à ce moment-là, bon, si tous les deux croient ensemble qu'ils ont tous les deux raison, ben, ils sont d'accord. Ou si tous les deux croient que tous les deux ont tort, ben, ils se mettent d'accord. Donc tous les deux ont tort, ou tous les deux ont raison. Mais dès le moment où il y en a un qui croit qu'il a raison et l'autre a tort, et que l'autre croit que c'est lui qui a raison et l'autre a tort, à ce moment-là, c'est un conflit. C'est un conflit, c'est une discussion qui mène à rien s'il n'y a pas de jugement extérieur. Et encore faut-il que le jugement extérieur soit, je veux dire aussi, non arbitraire. Parce que aussi l'arbitraire, bon, autant dire que vous pouvez ramener n'importe qui pour faire un jugement. Voilà. Alors, attention à ce que je viens de mettre. Ici, c'est une fonction de x. On a une fonction de x. Alors, c'est pas parce que, je veux dire, on met une définition, vous savez qu'il faut savoir que vous pouvez dire n'importe quoi sur la discussion. Sur la définition, je m'excuse. C'est pas parce qu'on a mis une définition que, vous savez, vous pouvez la prendre à toutes les sauces. Hein. Non, vous devez respecter, je veux dire, et savoir parler sur la définition. Si vous dites f de x est un infiniment petit, ben non, f de x est une fonction, déjà. Donc vous faites en topologie, vous faites une erreur de, voilà, on va dire une erreur d'interprétation de la définition. F de x n'est pas un infiniment petit. F de x est une fonction. F de x est une fonction. C'est y égale f de x. Bon, bah, ici je vous mets, bien sûr, c'est un infiniment petit pour une fonction à une variable. Hein. Voilà, c'est un infiniment petit pour une fonction à une variable. Alors, le sens de la définition ici, elle a un sens. Elle a un sens pour autant que vous prenez, bien sûr, de manière complète, hein, limite quand x tend vers a, de f de x égale 0. Donc vous devez avoir déjà toujours 0. On doit tendre toujours vers 0. Alors, f de x n'est pas un infiniment petit, c'est une fonction. F de x, on dira que f de x est un infiniment petit, mais ça n'a aucun sens. Pour ça, il faut préciser que, bien sûr, pour quelle valeur de x, f de x est un infiniment petit. C'est-à-dire quand x tend vers a. Vous aurez un infiniment petit, f de x sera un infiniment petit, oui, pour autant vous précisez pour quelle valeur de x, f de x est un infiniment petit. Parce que si vous dites f de x est un infiniment petit, c'est faux.
Si vous dites f de x est un infiniment petit pour x tendant vers a, c'est vrai. Donc, il faut prendre en globalité voilà, la définition. La définition. Il faut prendre en globalité en- et pas en partie. Si vous parlez en partie de la définition, ben, vous n'êtes plus dans le sens de la signification, voilà, dans son sens. Hein. C'est comme si vous aviez une phrase, on vous coupe la phrase, ben, le sens d'une phrase coupée et de la phrase complète euh, n'ont pas les mêmes interprétations. Ça, c'est évident. C'est évident. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux outils de manipulation. Ici, ce sont les outils de topologie. Je m'excuse, je suis en mathématiques, mais dans la dialectique en général, faites très attention. Je veux dire, aux coupures. Venir couper, je sais pas, dans un jugement, au niveau d'un arbitrage, au niveau de la justice, au niveau de certains, voilà, de la justice, venir dire certaines choses et couper voilà, certaines choses, ben, on va dire que ce n'est pas les mêmes sens. Ça n'a pas les mêmes sens. Dire une phrase et la couper, c'est pas, ce ne seront pas vus, perçus par un jugement arbitraire de la même façon. Donc là, ça peut être un outil de manipulation, un outil de voilà, omettre, c'est mentir. Omettre, c'est mentir. Parce que je veux dire, c'est mentir dans le sens où on n'a plus les mêmes sens. Or, quand on veut être le plus, je veux dire, compréhensible possible, ben, quand on émet une phrase, elle est complète. Elle est complète. Donc, venir la couper, le sens n'est plus le même. Enfin, le sens ne pourrait plus être le même. On pourrait garder le même sens en faisant attention à beaucoup de choses, mais si une phrase elle est complétée par sujet, verbe, complément, si les compléments précisent beaucoup de situations, hein, de situations temporelles, situations de conséquences, situations de manière, situations de voilà, les compléments. Maintenant, si vous venez couper dans les compléments, ben, ça donne plus la notion temporelle, ça ne vous donne plus la notion de temporalité, la notion de manière, la notion de lieu, la notion, voilà. Et là, c'est sujet à interprétation. Toute personne qui viendrait, voilà, euh, s'accaparer de la phrase, elle a été coupée, fatalement, les coupures, ça sera de la censure. Ça sera de la censure. Dans quel but? Peut-être dans un but de manipulation. Voilà. Parce que, je veux dire, en français, bon, le français a suffisamment, ben, comme dans toute langue, toutes les langues ont suffisamment sont suffisamment outillées au niveau syntaxique et langage pour, on va dire, définir les choses avec le plus de précision possible. C'est-à-dire, on met un sujet pour savoir quelle est la personne qui parle. Voilà, on met un verbe d'action pour savoir quelle est l'action qui se produit. Voilà, on met un verbe, enfin, on met un adverbe bon, qui peut quantifier certaines choses. On peut mettre voilà, des compléments du nom, avec des adjectifs qui sont liés à l'intérieur, des adjectifs hein, pour voilà, donner un peu plus voilà, de précision sur la qualité voilà, de certains noms, sur la qualité de certains noms. On a des noms propres et des noms communs dans une phrase. On peut avoir. Donc on sait bien qui sont les personnes qui sont. Voilà, on a une notion de temporalité par le complément, voilà, les compléments circonstanciels de lieu, complément circonstanciel de manière, complément circonstanciel voilà, vous voyez qu'il existe toute une panoplie de compléments circonstanciels, toute une panoplie, pour faire en sorte que la situation soit la plus précise possible et la mieux perceptible possible pour un interlocuteur ou pour un lecteur ou pour un auditeur. Voilà. Donc les phrases sont suffisamment. Et alors avec des phrases, on fait un texte. Et avec ce texte-là, on en comprend un sens. Un sens où on peut savoir où s'est déroulée l'histoire, quand est-ce qu'elle s'est déroulée, qui sont les acteurs principaux, qui sont les personnes qui sont impliquées, ou les acteurs principaux, ou, voilà, qui sont. On sait, si on est doué de sens, on sait voir qui sont les héros et qui sont les. Voilà.
les aidants du héros, on peut avoir une narration, et on peut comprendre tout ça grâce, voilà, à la syntaxe, et bien sûr aux phrases bien posées, et grâce aux outils, voilà, de syntaxiques et aux outils de langage. Donc vous voyez que couper un texte, couper une phrase, euh, probablement en changera sa nature. Probablement. Il y a de fortes chances que ça va changer sa nature. Et donc ici, c'est la même chose. Quand vous avez des outils topologiques, vous avez des définitions qui vous sont données, mais utilisez à bon escient, c'est-à-dire complètement. F de x n'est pas un infiniment petit, f de x est un infiniment petit pour une valeur x tendant vers une valeur donnée a. Et donc, c'est un infiniment petit, f de x sera un infiniment petit pour autant que un infiniment petit pour x tendant vers a, si la limite quand x tend vers a de f de x est égale à 0. Elle est obligatoire, elle doit être obligatoirement être nulle. Nulle. Voilà. Donc ne pas confondre des nombres de plus en plus petits avec des infiniment petits. Ça n'a rien à voir. On n'est pas dans des discussions de café ici, il faut tenir compte de la définition ici. Ça c'est 1. 2, quand on dit f de x est un infiniment petit, ben, il faut aller au stricto sensu, c'est pas vrai. F de x n'est pas un infiniment petit, f de x est une fonction, f de x est un infiniment petit pour x tendant vers a, et elle sera un infiniment petit pour autant que la limite quand x tend vers a de f de x égale 0. Voilà. Alors, donc, maintenant, ça, vous pouvez l'utiliser en tant qu'outil de topologie, comme on peut utiliser les valeurs absolues, voilà, et beaucoup d'autres choses en topologie. Bon, si vous avez besoin de ça en topologie, vous venez rechercher la formule ici, et vous pouvez décrire ce qu'est l'infiniment petit. Bon, maintenant, allons un peu plus loin. Voyons quelques infiniment petits. Voilà. Je suis sur GeoGebra. Le GeoGebra classique. Bon, voilà, on a ici voilà, un clavier. Moi, je n'ai pas besoin de ce clavier-là parce que je tape sur mon clavier déjà de l'ordinateur. J'ai un clavier, on va dire, manuel, alors que ce clavier-ci que je vais effacer est un clavier virtuel. C'est un clavier virtuel. Donc, il vous donne un clavier virtuel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, comme j'ai un clavier ici, je n'en ai pas l'utilité. Donc, j'utilise mon propre clavier de mon ordinateur. Donc, je n'ai pas besoin d'un clavier virtuel. Alors, la première chose à faire, c'est que je vais aller chercher la droite X. Alors, est-ce que c'est un infiniment petit? Ben, si on adopte comment on appelle ça, la définition, elle serait un infiniment petit. Il faut que je recherche. Ouais. Voilà. On aura un infiniment petit pour x. Ben, il faut appliquer ceci. La limite quand x tend vers a, valeur a de f de x égale 0. Mais ici, il s'avère que f de x vaut x. Ma fonction f de x vaut x. Alors, pour quelle valeur de a on tend vers 0 pour x? Bien, c'est la limite quand x tend vers 0. Donc, x est un infiniment petit pour x tendant vers 0. Allons voir si c'est vrai. Ben oui, vous voyez tout de suite ici que quand on tend vers 0, d'ailleurs je vais faire un zoom, hein, ça va se baser à l'aide d'un zoom. Bon, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait.
Ici, je vais faire un zoom. J'espère que c'est un zoom, ceci. Ça, c'est pour bouger. Voilà, je maintiens mon touchpad en cliquant en même temps sur le bouton du touchpad, hein, parce que sur le touchpad, c'est un bouton gauche et un bouton droit. Je maintiens un appui sur le bouton gauche et avec le touchpad, ben, je fais des mouvements aller-retour sur le touchpad. Donc il faut utiliser mes deux mains. Un avec la main gauche et le doigt, un doigt sur le touche. Voilà, ben, ça je peux vous montrer. Voilà, j'ai un touchpad comme ceci, avec bien sûr deux touches, comme ceci. Alors à ce moment-là, je maintiens un doigt appuyé ici, avec la main gauche, et avec la main droite, je fais des mouvements de zigzag. Et ben voilà, tout en laissant appuyer ici. Hein. Ça, faut laisser appuyer. Et avec l'autre doigt de la main, je fais des zigzags. Je fais des zigzags. Et ben, c'est en faisant ça que j'obtiens ce mouvement-là. Oui, j'obtiens ceci. Bon, alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir si on a bien un infiniment petit. Pour ça, il faut aller chercher un zoom. Le zoom, il est ici. Voilà, plus. Vous descendez, je descends, je descends. J'essaie de descendre. Vous voyez qu'on a 0,5, 0,2. Alors pour ça, maintenant, je dois remettre, comme je vous ai dit, avec le touchpad, comme ceci. Je le tire. Je le tire. Pour essayer de recentrer le zéro. Je refais un zoom. 0,1. Je redescends très petit. Hein. Vous voyez que je descends avec des petits nombres. Là, je remonte. Là, je redescends. Voilà. 5 centièmes. 2 centièmes. Effectivement, je me rapproche de 0. Hein. Voilà, ben, on se rapproche de 0. Là, je suis à 1 centième. On se rapproche de... Le Y qui tend vers 0. Hein. Bon, je redescends encore. Voilà, 5 millièmes. Bon, je vous dis tout de suite, c'est un recalcul qui fait. Hein. Bon, c'est une astuce, c'est un recalcul que les programmeurs ont fait. Bon, c'est pas qu'on descend, 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 loin de là, c'est un recalcul. Hein. Il fait juste un recalcul. Voilà. Là, on a 2 millièmes. C'est une perception. Encore une fois, c'est une illusion. Hein. C'est le programmeur qui fait en sorte qu'on ait une illusion d'optique. Enfin, pas une illusion d'optique, une illusion tout court de descente. Mais on ne descend pas en fait. Hein. C'est un recalcul. Voilà, il recalcule toujours la feuille pour. Voilà, il remet à une autre échelle. Il recalcule son échelle. Voilà. C'est pas qu'on descend. Hein. Et puis on ne descend pas. Voilà, il recalcule l'échelle. Voilà. Avec les carrés, ils restent toujours là. Hein. Ils s'agrandissent et puis à un moment donné, bon, ils reviennent à une position initiale. Voilà, là, on a une position. Là, voilà, hop, j'ai la position finale et puis il redevient position initiale. Et toujours comme ça. Donc ça, c'est la position initiale. Je l'augmente, je l'augmente, je l'augmente, je l'augmente. Voilà, il atteint sa taille maximale et redescend à une position initiale. Voilà. Et là, regardez bien, là, je suis à 1, 10 moins 6. 1 exposant moins 6, c'est 10 moins 6. Hein. Voilà, j'augmente, voilà, j'augmente, j'augmente. Voilà. Voilà, il fait son recalcul quand il redescend. Il passe d'une situation initiale à une situation finale. Et quand il arrive à la situation finale, il recalcule automatiquement et remet une feuille dite en situation initiale. Il revient en situation initiale. Donc, c'est un effet d'illusion, d'agrandissement. Hein. C'est un artefact mathématique, je dirais mathématico-informatique. Hein. Voilà, parce que c'est un recalcul juste voilà, un recalcul d'échelle à une échelle autre, à une échelle autre, à une échelle autre. Donc il recalcule l'échelle par pas, par pas. Là il a 5 fois 10 moins 8.
Voilà, et là on se retrouve avec 2 exposants moins 8. De tous les cas de figure, voilà, là on a un exposant moins 8. J'augmente, situation finale, et il arrive à un exposant moins 9. Bon, ici j'ai fait un zoom sans faire. Voilà, voilà, 2 exposants moins 9, 3. Voilà, il recalcule la taille. Hein. Là, regardez, on a un exposant moins 9. J'augmente, là, j'augmente, j'augmente, j'augmente. Voilà, là, on a 5 moins 10. 4 exposants moins 10. 2 exposants moins 10. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, mais la droite, je ne sais pas ce qu'il est passé. Euh, je ne sais pas où est passée cette droite. Bon, on ne la voit plus. On ne la voit plus. Voilà. Apparemment, quand on descend très bas, on la voit, elle n'apparaît plus. Quand on descend très bas, elle n'apparaît plus. Voilà. Donc, si elle n'apparaît plus, c'est que si elle n'apparaît plus, c'est que c'est probablement voilà. Si elle n'apparaît plus, c'est probablement bon, qu'ils n'ont pas calculé plus loin. C'est juste ça. Si elle n'apparaît plus, c'est qu'elle n'a pas été calculée plus loin. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, je vais le calculer avec x carré. Bon, x exposant 2, voilà, qui est une parabole. Alors, qu'est-ce que c'est que x carré? C'est x fois x. X fois x, ça fait x carré. X carré, c'est x fois x. Donc, je vais rechercher ceci. Maintenant, je vais mettre un carré. Pour quelle valeur de x carré on a 0? Ben, c'est toujours pour 0. 0 carré, ça fait 0. Tout comme on avait la limite quand x euh, voilà, égale 0 pour x tendant vers 0. Si je mets 0 là-dedans, ça fait 0. Si je mets 0 carré, ça fait 0. Et vous comprendrez que si je fais x, x est un infiniment petit. Voilà. C'est un infiniment petit. Qui donne 0. En produit, ça fera encore 0 ceci. On a un infiniment petit et un infiniment petit. Voilà. Ça fera 0. Si je multiplie encore ici, j'aurai un infiniment petit. Si je multiplie, donc, si vous voulez, si je continue comme ceci, ben, x exposant n est un infiniment petit pour x tendant vers 0. Voilà. X exposant n est un infiniment petit. Voilà. X exposant n est un infiniment petit pour x tendant vers 0. Par contre, ici, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà. Mettre un peu plus grand. Voilà, donc je vais écrire une formule généralisée pour x exposant n. Donc vous voyez que ça dépendra de la fonction. Hein. Ça dépendra de la fonction. Alors, je vais les dessiner sur GeoGebra. Là, je vais mettre x cube est un infiniment petit pour... Voilà, voilà x cube. Vous voyez qu'il là, on a une zone ici. Ils tendent tous vers 0. Hein. Quand ils vont devenir très très petits, ils tendent tous vers 0. Voilà, ils tendent tous vers 0. Ils tendent tous vers 0. Alors maintenant, si je mettais x exposant 4, voilà, x exposant 4, x exposant 5,
x exposant 5, ouais, x exposant 5, ouais, ici il faut que je place correctement, voilà. X exposant 5, x exposant 6, x exposant 7, voilà, x exposant 8, x exposant 9, je vais mettre directement x exposant 100. Voilà. Bon, mais toutes ces courbes-là que je viens de vous mettre sont des infiniment petits d'ordre. Enfin, je m'excuse, j'ai pas encore parlé de l'ordre, mais voilà, c'est tout des infiniment petits. Bon, c'est tout des infiniment petits. Je peux les enlever un par un. Ça c'est le x. J'enlève le x carré, j'enlève le x cube, le x4, le x5, le x6, le x7, le x8, x9 et x exposant 100. Voilà, x exposant 100. Voilà. Alors maintenant, je peux faire, ceci étant fait, je vais effacer ceci. Voilà. Maintenant, je vais mettre x moins 3. X moins 3. Voilà, c'est une droite. Hein. Alors, pour quelle valeur x moins 3 est un infiniment petit? Ben, on va appliquer la définition. La limite quand x tend vers a de x moins 3 égale 0. Ben, vous aurez compris que pour avoir 0, il faut mettre 3 dedans, 3 moins 3. Donc voilà, donc c'est infiniment petit pour x tendant vers 3. Voilà. Alors je vais rechercher la fonction. Eh bien oui, effectivement, quand x tend vers 3, voilà, on tend vers 0. Le y tend vers 0. Quand x tend vers 3, à droite et à gauche, hein, qu'on tend vers 3 à droite ou on tend vers 3 à gauche, lorsqu'on tend vers 3, de toute façon ici la fonction est continue, il n'y a pas de problème, quand on tend vers 3, mais ça fait 0. Voilà. Donc ici, quand on tend vers 3, ben, x moins... si on fait ceci, x moins 2,9, x moins 2,99, mais l'écart devient beaucoup plus petit. Donc ça fera pour 3 moins 2,9, ce qui fera un dixième. Si je prends 2,99, 3 moins 2,99, ce qui fera, j'ai réduit l'écart de 1 centième. Voilà. Et pour que ça fasse exactement 0, il faut mettre 3. On aura 3 moins 3,
Et c'est là qu'on dit que ben, x-3 est un infiniment petit pour x tendant vers 3. Voilà. Alors maintenant, si j'avais pris 4, x plus 5, vous avez compris le jeu. Ici, c'est la limite quand x tend vers... C'est une fonction continue, je vous le dis tout de suite. Donc on s'est trouvé une valeur. La limite quand x tend vers moins 5 de x plus 5, ça fait bien 0. Donc ça veut dire que x plus 5, ça va être une droite qui va passer en... Voilà, en 0 ici, elle est croissante. Parce que le a, on a un coefficient angulaire de 1. Hein. C'est-à-dire pour une unité, vous montez de 1. Voilà, et donc là on a 5. X égale 5. Donc on a un infiniment petit ici pour x plus 5. Pour x plus 5, pour x tendant vers 5. Pour x tendant vers 5, ben, on tend bien vers 0. Alors, donc ce qui veut dire que pour que ce soit un infiniment petit pour la fonction x plus a ou x moins a, on s'en fout. Voilà. La limite de ceci, eh bien, attention qu'ici c'est pas c'est juste quelque chose qui... Voilà. La limite, là, si on a plus a, ben, on devra avoir x tend vers moins a pour avoir 0. Maintenant, pour avoir, si on a x moins a, la fonction est x moins a, il faudra mettre x tendant vers plus a pour avoir 0. Bon, maintenant, si je veux mettre une puissance, m, avec m qui appartient au rationnel sauf 0, c'est un infiniment petit pour x tendant vers moins a si x plus a. Voilà, je prends un exemple. Je prends... bon, ici, je vais quand même prendre un nombre entier. Hein, je vais mettre... ou alors, je vais mettre 3 demi. Ouais, je vais bien mettre 3 demi, c'est pas un problème. Je vais mettre plus 5 exposant 3 demi. Voilà. X plus 5. Donc, vous comprendrez que ce sera moins 5. Hein. Donc, exposant 3 demi. Et là, vous voyez qu'on est bien... C'est un infiniment petit pour moins 5. Parce qu'il tend vers 0. La fonction, pour x tendant, elle n'est pas définie pour en dessous de moins 5, hein, mais elle est définie en moins 5. Voilà. Elle est définie pour la valeur moins 5. Donc je peux mettre moins 5 plus 5, ça fait 0. Et moins 5 plus 5, ça fait 0, exposant 3 demi, 0 exposant 3 demi, ça fait 0. Maintenant, si j'avais eu x moins 4, exposant 7 tiers, si j'ai complètement raté ma fonction, je vais réécrire. Hein. X moins, bon, ici la même fraction, je vais tout réécrire ceci, x moins
2 exposant 7 tiers. Voilà. Alors, ce sera, voilà, 2. Cette fonction est un infiniment petit. Cette fonction est un infiniment petit pour x tendant vers 2. Alors, regardez bien que cette fonction, elle est continue en moins 5. Hein. Elle est continue en moins 5. Celle-ci, elle est continue. Mais attention qu'elle est continue à droite de moins 5, mais pas à gauche. À gauche de moins 5, bon voilà. Elle n'existe pas la fonction à gauche de moins 5. Voilà. Par contre, elle continue en moins 5, elle est continue. On peut mettre une valeur moins 5 plus 5, ça fait 0, 0 exposant 3,5. Je peux faire ça, parce qu'elle est continue. Par contre, si vous mettez un nombre au-delà de moins 5, là, ça devient négatif. Voilà, vous avez une racine carrée qui est... parce qu'on a un exposant 1,5, hein, un exposant 1,5. Parce que, voilà, x plus 5 exposant 3,5. X plus 5 exposant, c'était 7,5. 7,5, peu importe. 7,5, c'est x plus 5 exposant 7 fois 1,5. 7,5, c'est 7 fois 1,5. Bon, mais 7 fois 1,5, c'est 7 exposant 7 racine carrée. Voilà. Ça veut dire que si c'est dans une racine carrée, x plus 5 doit être plus grand ou égal à 0. Parce que si je mets un nombre négatif, voilà, on ne peut pas mettre de nombre négatif dedans. Hein. Voilà. Alors, si je mets un nombre négatif, le 7 le rendant négatif. Si je mets un nombre positif, le 7 le rendant positif. Enfin, quand je dis négatif, oui, c'est la somme qui est négative. Hein. Supposons que je rentre 7. 7 plus 5, ça fait 12. 12 exposant 7, c'est positif, je sais calculer la racine carrée. Voilà. Parce que j'ai mis 7. Maintenant, si je mets moins 5, moins 5 plus 5, ça fait 0. 0 exposant 7, ça fait 0. Racine carrée de 0, ça fait 0. Donc, moins 5 est un infiniment petit pour x tendant vers... Enfin, racine carrée de x plus 5 exposant 7 est un infiniment petit pour x tendant vers moins 5. Maintenant, si vous mettez moins 6 plus 5, ce qui fait moins 1, moins 1 exposant 7, ça fait moins 1, et on a racine carrée de moins 1, on ne peut pas. Donc c'est pour ça que je vous dis que x plus 5 doit être plus grand ou égal à 0, donc x plus grand ou égal à moins 5. Voilà. Donc ce qui veut dire que les valeurs que vous pouvez mettre à l'intérieur de cette fonction-là, ben, ça commence en moins 5, et vous pouvez les introduire jusqu'à l'infini. C'est-à-dire vous pouvez prendre toutes les valeurs après moins 5. Là-bas, vous pouvez, par contre, les valeurs en dessous de, voilà, de moins 5, bon, c'est interdit. Donc les valeurs qui sont par là, vous ne pouvez pas les rentrer. Vous pouvez rentrer que les valeurs au-dessus de moins 5. Toute valeur qui sera en dessous de moins 5, vous rentrez, vous allez avoir du négatif. Vous ne pouvez pas faire la racine carrée d'un nombre négatif, c'est interdit. Enfin, dans R, parce que dans les complexes, on peut avoir des racines carrées négatives, c'est pas un problème. Hein.
Justement, le but des complexes, c'est justement d'avoir des racines carrées négatives. C'est d'échapper à ce problème de racines carrées négatives. Donc, dans R, voilà, si vous êtes dans R, on ne peut pas faire ça. Voilà. Donc, ce qui veut dire que pour x plus ou moins a, bien sûr, il faut chercher à chaque fois le domaine. Hein. Bon, faut voir si, voilà, si c'est continu. Hein. À la limite, quand x tend vers moins a, si on a mis plus a, et de plus a, si on a mis moins a, de x exposant m, ben, la fonction là est un infiniment petit pour x tendant vers moins a ou plus a, suivant que on a x plus a ou x moins a. Bien sûr, exposant m. M appartenant à r plus 0. Voilà, et on pourrait continuer comme ça de la sorte, prendre des autres fonctions. Hein. Je prends la fonction inverse. Un sur x. Voilà. 1 sur x. Quand est-ce que la limite quand x tend vers a égale 0? Mais ça, vous aurez compris que c'est l'infini. Hein. Ce sera l'infini. A vaut l'infini. La limite quand x tend vers l'infini de 1 sur l'infini, ça fait 0. Alors je vous rappelle la fonction, c'est une hyperbole. Bien sûr, si on a des axes orthogonaux, c'est une hyperbole équilatère, parce que si les axes ne sont pas orthogonaux, on a une hyperbole équisepte. Voilà. Donc ici, on a 1 sur x. Je vous rappelle la fonction qui est comme ça. Et donc les tendances en plus, en 0 à droite tend vers plus l'infini, et la tendance en 0 à gauche tend vers moins l'infini. Voilà. Mais en tous les cas, quand x tend vers... oui, voilà, c'est ça. Et alors, quand x tend vers plus l'infini, ben, le y tend vers 0, et c'est ça qu'on a. C'est pour ça que c'est un infiniment petit, c'est parce que quand x tend vers plus l'infini, le y tend vers 0. Mais attention, c'est vrai, là on aura plus... quand x tend vers plus l'infini, ce sera 0 plus, parce qu'il est au-dessus de l'axe. Par contre, là-bas, ce sera, à la limite, quand x tend vers moins l'infini, ce sera 0 moins. 0 moins. Voilà. Donc, la fonction ne doit pas forcément être, je veux dire, continue, mais il faut faire une étude de continuité quand même. Il faut faire une étude je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, du domaine. Du domaine pour voir où c'est continu, où c'est pas continu, si la fonction existe, si la fonction n'existe pas. Il faut avoir une observation aussi de la fonction, comment elle est. C'est toujours bon d'avoir une observation pour voir si on ne doit pas éliminer certains éléments. Bon, en tout cas, quand x tend vers plus l'infini, là c'est un infiniment petit. Parce que ça fait, le y vaudra 0 ici. Donc 1 sur x est un infiniment petit pour x tendant vers plus l'infini et moins l'infini. Donc pour x tendant vers l'infini. Et donc si je fais la fonction suivante, 1 sur x exposant m, avec m appartenant à r plus 0, hein, m appartenant à r plus 0, hein, oui, euh, ici c'est r plus 0. Tout à l'heure quand j'avais, je ne sais pas ce que j'avais marqué x
plus ou moins A exposant M. Le M appartenait à R plus 0. Hein. M appartenant à R plus 0. R0 plus si vous voulez. Voilà. Alors, si j'écris ceci, M appartenant à R plus 0, la limite, quand on a 1 sur X exposant M, M appartenant à R plus 0, voilà, le M il est là, ce qui veut dire que j'aurai M ici et M ici, et 1 exposant M, alors ça c'est la même chose que l'écriture là, et 1 sur M ça fait 1. Alors, quand est-ce qu'on aura 0, sachant que M appartient à R plus 0, bien, quand X tend vers X tendant vers l'infini. L'infini. Bon, je vais essayer ceci. Pour ça, je vais effacer. Voilà. Et on va mettre un exemple. 1 divisé par X exposant 7/5. Voilà. Bien, c'est exact, c'est exactement ça. Donc, ça sera l'infini. Ça sera l'infini. Donc, parce que aussi bien en plus l'infini, on aura 0. En plus l'infini, on aura 0. Mais en moins l'infini, ça tend aussi vers 0. Tous les deux, ils tendent, donc c'est bien l'infini, que ce soit l'un ou l'autre. Plus l'infini ou moins l'infini, ça fera 0. Bon, et maintenant, si je fais le sinus x, ben voilà, le sinus, il tend vers 0 pour x tendant vers 0. Bon, ici, je vais... Vous voyez que le G, il bouge. Hein. Regardez, le G, il bouge. Il parcourt la... Vous voyez qu'il suit l'ondulation, le G. Voilà. Donc, sinus x est un infiniment petit pour x tendant vers 0. Par contre, il faut que j'aille chercher les moins 40, il est là.
Voilà. On va le voir tout de suite. Vous voyez qu'il tend vers 0. Quand x tend vers 0, y tend vers 0. Elle est continue en 0. Elle est continue en 0. Attends, vous pouvez prendre n'importe quelle fonction. Hein. Je prends le cosinus x. Voilà. Et le cosinus x, lui, il tend vers... Bien sûr, ici, il tendra vers 0, le sinus x. Bien sûr, il y a une infinité de valeurs qui donnent 0 hein, pour sinus x. Alors, pour x tendant vers 0, le sinus x, c'est un cas de figure. Mais le 0, je peux avoir 0 ici. Pour le sinus, il tend vers 0 en 0, mais en pi demi. En... Je m'excuse pas en pi demi. En pi. Voilà. Sinus de 180, ça fait 0. Voilà. Donc, tout multiple de 180 va donner 0. Donc, c'est sinus, pour avoir un infiniment petit, c'est tout. C'est pour tout x tendant vers pi plus kpi. Pi, enfin 0 plus kpi. 0 plus kpi. 0 plus kpi, vous avez voilà, tous les multiples qui vont donner un infiniment petit. Maintenant, pour le cosinus, c'est vrai aussi pour le cosinus, mais on aura un 0 en pi demi. Pi est ici, pi demi, en pi demi, donc en pi demi plus kpi. Pi demi plus kpi. Ou 90 plus 4 fois 180. Voilà. Donc voilà, vous avez une infinité de valeurs qui sont des infiniment petits. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.